Donc David, toi tu es un des piliers, j'irais, de l'Observatoire des abeilles. Donc tu connais bien le réseau des réserves, j'irais, tu t'es rodé, si je peux dire, en 2014 à la Massane, ça t'a pris un peu de temps dans cette superbe réserve. Plus dernièrement, me prend de temps. Oui, ces dernières années, dans les gorges de l'Ardèche et sur cette réserve naturelle, je dirais, du bassin Rhône-Méditerranée. Donc, voilà, tu as l'habitude des inventaires dans les réserves naturelles. Aujourd'hui, tu vas, plus que de la diversité taxonomique, tu vas aussi nous parler des différents traits de vie des abeilles sauvages. Mais écoute, je te passe la parole pour 15 minutes. Bonjour à tous. Alors moi, je sais que la clochette et les remarques qu'on n'a pas fini l'intro au bout de 20 minutes, c'était pour moi. Donc, je vais essayer de faire super vite. Donc, je vais vous parler de diversité très biologique en jeu. C'est très court. Enfin, c'est très court, c'est très concentré. Il y aurait tellement de choses à dire. Si j'arrive à lancer mon truc, voilà. Donc, d'un point de vue visuel, on voit qu'on a une belle diversité d'abeilles, des choses qui ont des habitus très très différents. Ce qui caractérise les abeilles sauvages, donc c'est des hyménoptères à taille de guêpe et donc des apocrites et des aculéates, c'est-à-dire que les femelles et les ouvrières ont un aiguillon. Le plus important, leurs poils sont branchus, on va voir ça un petit peu après. C'est ce qui caractérise un peu les abeilles et ce pourquoi elles jouent un rôle majeur dans la pollinisation. Ces poils branchus qui permettent de stocker le pollen, de le prélever, de le transporter de manière plus ou moins fixe. Certaines espèces le fixent, le mouillent, le pollen. Les bourdons, l'abeille domestique le fixent sur des corbeilles. Les autres espèces ont plutôt tendance à le concentrer dans des scopas, donc dans un système de récolte et de stockage qui va permettre de le restituer dans les nids pour en faire des pains. Et ce pollen, souvent, il est remobilisable, c'est-à-dire qu'à chaque coup qu'une abeille va aller dans une fleur, une partie de ce pollen qui est fixé sur les poils ou qui s'est collé aux poils en différentes parties du corps, sur la tête, sur le haut du thorax, sur le haut de l'abdomen, va pouvoir être remobilisable au contact des étamines, au contact du pistil. Donc ça, c'est un point super important, hein, c'est un trait majeur des abeilles. L'autre aspect, c'est que si les adultes sont nectariphages, hein, ils consomment du nectar, les larves ont besoin à la fois de nectar, mais à la fois et surtout besoin de pollen, hein, qui va être la protéine végétale qui va leur permettre de se développer. Donc, un besoin impératif de fleurs qui produisent du nectar, de fleurs qui ont suffisamment de pollen. Voici ces fameux poils branchus qui fixent le pollen. Intéressant de les observer, plus difficile de les observer sous binoculaire, mais on peut le voir avec une bino correcte à x25 et une bonne lumière, une lumière incidente. Donc, autre particularité chez les abeilles, parmi les traits, donc on a des abeilles solitaires, des abeilles qui vont être grégaires, qui sont capables de faire des agrégats, hein, des bourgades, de se rassembler un peu, des espèces subsociales et des espèces eusociales. Alors, quand on va parler d'espèces sociales, on va bien sûr parler aux bourdons, que je représente là-dessous, hein, qui vont avoir des communautés avec des castes, hein, des ouvrières notamment, un peu comme l'abeille domestique, mais à des échelles de population différentes, hein, puisque quand on a une espèce comme Borbus capitarius qui a 500 ouvrières dans un nid, c'est un grand maximum. Et puis, on va avoir des espèces subsociales où là, on va avoir des fonctionnements plus complexes et surtout inconstants qui vont avec une capacité d'adaptation au contexte environnemental. Hein. Donc, ça concerne principalement des halictidés qui ont cette capacité d'avoir des nids monogynes ou polygynes, donc non obligatoires. Et puis derrière, un fonctionnement avec quelques ouvrières, donc des filles ou pas d'ouvrières, donc pas de filles, selon le contexte, hein, selon la ressource, selon les conditions météorologiques. Et puis, on a des espèces kleptoparasites qui sont quand même des espèces intéressantes parce que, mine de rien, ça représente près de 15% de la diversité des abeilles. C'est des bonnes espèces indicatrices de présence de leur hôte. Pour détecter des espèces parasites, faut-il qu'il y ait suffisamment d'hôtes. Donc, c'est un groupe à ne pas négliger et penser qu'elles
elle ne joue pas de rôle dans la pollinisation, c'est se tromper, parce que la particularité quand même de nos abeilles, toutes, c'est d'avoir ces poils branchus, et je peux vous assurer que ces nomadas, par exemple là-haut, ou ces petits pasites là en bas à gauche, ou cette mélecta, c'est très velu, et quand ça vient sur une fleur pour butiner que du nectar, ça brasse du pollen. Et par contre, ça le fixe pas, c'est du pollen qui est totalement remobilisable. Donc ça, c'est un point important. Donc, vous voyez, sur les traits, je passe vite parce que je voulais aussi vous présenter quand même ce qu'on a fait un peu sur les réserves. Je vais essayer de garder quelques dias pour parler de ce qu'on a fait sur les réserves naturelles, et ce qui est en cours, ce qu'on a fait un petit peu depuis le début. Vous parlez de diversité, je crois que c'est important. Donc, les abeilles, la diversité des abeilles en France, c'est 6 familles, environ 61 genres. C'est variable selon les clés, selon les auteurs, selon les ouvrages. Environ 982 espèces en France. Mais on est toujours en train d'en découvrir soit de nouvelles à nos frontières, donc plutôt dans les départements limitrophes du pays. Et puis, le travail de taxonomie, notamment avec l'ADN aujourd'hui, fait qu'on commence à splitter des espèces qui avaient été à une époque rassemblées au niveau taxonomique. Ce n'est pas toujours vrai, mais on est quand même globalement dans cette tendance-là. Donc, juste pour vous donner une petite idée, il existe 44 espèces de bourdons en France, 175 espèces d'andrennes, et puis, par exemple, il y a 176 espèces de la famille des Alitidés. Donc, je vous présente à travers quelques photos cette diversité. Je passe vite dessus. En haut, je vous ai montré, grâce à une photo de Hugues, je crois, ou peut-être de Laurent Guibaud de l'INRA d'Avignon, l'une des plus grosses abeilles de France, le Xylocope violacé. Attention, il a une espèce cryptique qui a la même taille, qui a à peu près la même tête. Et puis l'une des plus petites, Nomioides minutissimus, qui elle aussi a une autre espèce cryptique qui s'appelle Nomioides facilis. Et puis des bêtes qui ont des aspects très particuliers, comme cette belle Lyturgus avec sa belle scopa, son stockage de pollen sous l'abdomen. Alors ça sert à la fois de pelle mécanique pour racler le pollen, mais aussi une zone de stockage. À l'inverse, à gauche, on a un système de stockage et de récolte de pollen plutôt sur la partie supérieure du gastre, sur les tergites, avec des petites brosses de récolte sur la partie latérale de l'abdomen, et un système de stockage, là on voit, avec des poils enlevés sur le gastre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette espèce qui est oligolectique, donc est spécialisée sur les liserons, plonge la tête dedans, puis il fait des petits quarts de tour rapides pour racler le pollen sur les étamines. Donc vous voyez qu'elle s'en met partout. Une fleur, elle va déposer du pollen. Donc au niveau des traits biologiques, ce qui rend ce groupe particulièrement sensible, c'est leur physiologie propre. On va avoir des espèces thermophiles, mais on va avoir des espèces sténoïdes de milieu froid qu'on va plutôt retrouver en tourbière, qui vont être dans des contextes relictuels, en moyenne montagne ou en altitude. Donc, on va avoir des taxons orophiles, des taxons boréo-alpins, des taxons méditerranéens. Le deuxième trait important, c'est le mode de nidification. Si la majorité de nos abeilles sont terricoles, à peu près à 80% ou 70%, on va avoir des espèces cavicoles avec des tas de configurations différentes, des espèces maçonnes, des espèces squatteuses, des espèces cotonnières, des espèces résinières. Alors, très peu d'espèces résinières, 2, 3. On va avoir des espèces xylocoles qui sont capables de creuser le bois pour nicher dans le bois. Les xylocopes sont un exemple. Les deux grands xylocopes, même les trois grands xylocopes français sont un exemple. Le quatrième plus petit niche dans des tiges. Donc lui, il va être colicole. On va avoir des espèces qui nichent dans les tiges. On va avoir des espèces rubicoles. Alors là, c'est plus lié aux tiges de ronces. Et puis tout ce petit monde va utiliser des substrats différents pour faire leur nid, de la terre, des fragments végétaux, et donc des matériaux et des substrats différents. Quand je dis substrat, c'est plus au niveau du sol. On va avoir des bêtes qui vont être strictement sabulicoles, qui vont se rencontrer dans des milieux sableux, psamophiles, des grèves de cours d'eau, des bancs de sable, des carrières de sable, d'autres qui vont être dans des filons marneux, plus spécifiquement dans des losses. On va avoir aussi cette ségrégation par le substrat, notamment chez des Agioglossum ou chez des andrennes.
Et puis en fonction du matériau, c'est là dont je vous parlais qu'effectivement dans leur nid, certaines vont découper des petits pétales d'une plante particulière. Elles peuvent être généralistes sur leur régime alimentaire, mais exigeantes sur les petits bouts de bois qu'elles vont utiliser ou leurs petits bouts de végétaux qu'elles vont utiliser pour la nidification. Je suis désolé, aussi dessous, il y a une flèche qui s'est déplacée à l'enregistrement. Elles ont une faible mobilité, donc ça c'est un facteur super important hein, pour la conservation et comprendre un peu comment ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on nous parle de trames, c'est bien beau, mais les trames vertes, ce n'est pas adapté à l'échelle de nos insectes, très souvent à l'échelle des abeilles, mais globalement à l'échelle des insectes. Pourquoi? Parce qu'on a une faible dispersion, on a une faible distance de dispersion du site de butinage au site de nidification, on a une relativement faible distance de dispersion des adultes matures pour la reproduction et pour aller coloniser des nouveaux milieux. Ce sont surtout les mâles qui se dispersent, les femelles sont beaucoup plus casanières. Donc voilà, on a ce phénomène d'isolat. Et on a d'autres facteurs du coup qui entrent en jeu, des facteurs génétiques hein, au niveau des populations. C'est des espèces qui peuvent être fragiles à ce niveau-là à partir du moment où elles sont isolées. Et puis on a donc cette hyperlocalisation des populations et surtout des micropopulations. C'est-à-dire qu'à 30 mètres près, vous n'allez pas forcément inventorier les mêmes espèces. C'est notamment vrai pour les toutes petites espèces, les oisioglossums, où on peut rapidement trouver une grande diversité à condition de multiplier les points d'échantillonnage. Et puis, pour revenir sur l'un des traits les plus importants, c'est bien sûr l'aspect enthophilie, le régime alimentaire, ce qu'on va appeler pour nous chez les abeilles le choix lectique. Donc là aussi, je suis désolé, du texte, pas beaucoup d'images, mais trois grands groupes de régime alimentaire, de lectisme, les espèces polylectiques qui ont un régime généraliste. On peut avoir une préférence. On va plutôt faire toujours un peu le même choix à un instant dans la saison quand on récolte du pollen sur quelques jours. Si on cible une pâquerette, on va plutôt, sur ces voyages-là, plutôt faire de la pâquerette, mais ce n'est pas toujours vrai. Donc ça, c'est le cas de la plupart des espèces polylectiques. Et puis, on a des espèces oligolectiques qui se nourrissent de pollen d'une ou plusieurs espèces proches de plantes ou au sein d'une famille de plantes. Donc ça, c'est un régime spécialiste. C'est environ entre 20 et 30% de la faune européenne ou même française est oligolectique. Donc là, on a un lien étroit avec une plante, parfois des habitats, voire une nature géologique hein, du sol, une situation pédologique ou édaphique, l'humidité du sol, quand on a une plante de zone humide. Et puis aujourd'hui, la tendance, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a pas mal d'espèces qui sont en fait mésolectiques. C'est-à-dire qu'elles font le choix plutôt de cibler 2 ou 3, voire 4 familles de plantes, pas beaucoup plus. Et c'est assez intéressant parce que ce mésolectisme qui est en train d'être un petit peu découvert et étudié, c'est un régime un peu semi-spécialiste qui permet peut-être de s'adapter à des contextes. On peut l'observer notamment chez les espèces bivoltines, qui en première génération vont avoir un choix floral et en deuxième génération un autre choix floral. On s'aperçoit que des polylectiques sont plutôt mésolectiques, des oligolectiques sont peut-être plutôt mésolectiques. J'ai mis le terme monolectique en point d'interrogation, c'est-à-dire un choix unique pour une plante. Ça, c'est peu connu et on n'est pas certain que ça existe vraiment. Donc, il y a des espèces polylectiques, hein, comme cette Macropis en bas à gauche sur la Lysimac, cette Mélita en haut à droite sur les salicaires. Donc, vite fait, et en 5 dernières minutes, les inventaires dans les réserves naturelles. On a effectivement travaillé sur la Massane à partir de 2014. Hein, donc, il a fallu travailler pas mal de matériel, bien sûr, pour monter là-haut. On a travaillé sur les gorges de l'Ardèche. On finit juste. J'ai fini la liste et le tableau des espèces lundi soir. On a travaillé dessus pendant 2 ans. Tout ça, c'est inscrit effectivement sur les réserves qui avaient lancé des programmes CIRS-de-net, qui avaient des tentes malaises. Et on a d'abord, dans un premier temps, travaillé sur les fonds de coupelles, donc sur les fonds de peau, tout ce qui traînait dans les peaux issus des tris de tentes malaises. Ce qui est très intéressant, c'est que je vous ai mis un peu de la diversité avant 2012 et en 2020, suite à ces travaux sur les tentes malaises d'identification des abeilles, et puis de programmes derrière plus récents d'inventaire avec des coupelles, de la chasse en complément. On a fait ça sur la Massane, on a fait ça sur les gorges de l'Ardèche. Je vous ai mis les chiffres en jaune, c'est quand même éloquent. On voit qu'il y a un complément
Vraiment important de travail quand on ajoute un protocole spécifique dédié avec des coupelles et de la chasse. Rem s'est un petit peu lancé aussi sur de la chasse depuis récemment avec Adrien, avec un niveau de pression de chasse un peu intermédiaire, que j'ai appelé un Adrien médium en termes de pression. Ailleurs, on a eu des chasses light, pas sur les gorges d'Ardèche, pas sur la Massane, puisque c'était une chasse par mois, une journée entière sur la réserve, donc ça permet quand même de collecter. Vous voyez qu'on arrive à des niveaux de connaissances, à 251 espèces sur la Massane, ça reste le top pour le moment. L'Ardèche, pas tombé loin, 247. C'est des sites qui ont encore une potentialité, hein. La Massane, au moins 20 espèces, les gorges, au moins 10-20 espèces aussi. Et puis, vous voyez que dès qu'on commence un petit peu à inventorier, on peut faire des choses pas mal. Valbois qui a pas mal insisté avec des nouvelles tentes malaises et tout. Voilà, c'est pas inintéressant la diversité à Valbois. Et puis, voilà, alors, juste pour vous présenter ça, parce que là, j'avais mis que Valbois avait utilisé à une époque des PEC. Les PEC, c'est ça, c'est des pièges composites. Dans le cadre du travail en cours, parce que je le dis en cours parce qu'il y a encore des genres à déterminer, un petit peu, plus beaucoup, mais il y a encore un peu de travail. Donc 8 réserves ont été ciblées. Donc la réserve des Gorges l'Ardèche en partie, la Massane fait un peu partie du réseau, mais le travail était fait. La réserve naturelle de Rem et la réserve naturelle de Valbois, bien sûr, où il y avait des compléments sur des pièges, même si j'avais pu déjà faire un peu de travail sur Valbois avec Dominique dès 2014. Vous voyez qu'on a une diversité spécifique qui n'est pas définitive une fois encore, hein, mais qui montre que c'est super, mais il y a des potentialités. Vous voyez que la plaine des morts, où on aurait pu dire ça va être super monstrueux en diversité, et vous voyez que la Comble-Lavaux fait mieux aussi bien. Tout ça pour montrer que c'est une question aussi de pression, c'est une question de diversité d'habitat. Ce n'est pas parce qu'on est dans le sud. Oui, initialement, il y a peut-être une diversité intrinsèquement une potentialité plus forte, mais tout ça va être lié à la diversité d'habitat aussi au sein de la réserve. Le petit plus là-dedans, c'est que si on prend un site comme Ristolas, il y a peu d'espèces, mais une originalité incroyable. C'est voilà, des espèces qu'on va trouver qu'à haute altitude dans les Alpes. Et chose intéressante, une nouvelle espèce pour la France, par exemple, une osmia qui s'appelle Osmia saxialis. Donc, il se trouve qu'au-dessus de 1600-1800 mètres, et le Quieras, enfin Ristolas, s'avère être même 1600-2000 mètres, s'avère être les stations les plus basses connues de cette espèce dans les Alpes. Les autres stations sont assez loin ailleurs dans les Alpes. Donc voilà ces petites choses qui sont importantes. Et puis, voilà, tout ça a des limites, hein, parce que les méthodes de piégeage par rapport à la capacité de déplacement, on s'aperçoit qu'il faut multiplier les piégeages pour vraiment avoir un bon inventaire. Mais ce bon inventaire est important parce que souvent, c'est le seul moyen de détecter les espèces les plus remarquables qui sont localisées, qui sont donc souvent en limite de détection, qui sont dans une situation de rareté importante. Donc, c'est important d'avoir des conditions un petit peu réfléchies de l'échantillonnage, souvent plus des tentes malaises, notamment parce que les espèces les plus remarquables qui aujourd'hui sont très menacées, elles peuvent être encore présentes. J'ai retrouvé Bombus distagordus dans le Jura, mais il faut vraiment y passer beaucoup de temps, il faut y passer un peu de temps. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est pour faire le lien avec la journée du 27 janvier. C'est important derrière d'avoir une bioévaluation. Alors une liste en soi, oui, super. Pour les réserves, je comprends l'intérêt. On essaye d'améliorer la connaissance sur la diversité. Mais derrière, tous ces travaux autour de la conservation des abeilles, c'est bien beau, mais la solution, c'est pas simplement mettre des petites fleurs et dire super, on conserve les abeilles. Ça va plus loin que ça. C'est important d'être capable de faire une bioévaluation. Alors, je vais passer par celle du bas, d'abord sur les espèces, à travers leurs traits, à travers leur statut, même si pour moi c'est secondaire, le côté statut, liste rouge, tout ça, indice de rareté, mais surtout un indice de sensibilité, le lectisme, les habitats exploités, la taille, voilà, les tendances dynamiques. Et puis sur les sites, alors ça aussi c'est l'avenir, mais c'est dans le modèle de SurfTheNet, sans doute développer un système prédictif avec des espèces potentielles et supposées en fonction d'informations contextuelles, hein, d'informations abiotiques, et puis vraiment pouvoir le comparer avec les espèces présentes avec un échantillonnage adapté. Voilà un petit peu les points qui sont importants. Voilà, merci pour votre attention à tous.
Je te remercie, David, pour ton intervention. J'ai été bon dans le timing, non? Oui, super. Ça a Presque. passé, mais beaucoup moins. C'est impeccable. Donc, dès Malvé, j'en vois pas. Par contre, Laurent, est-ce que tu aurais peut-être dans le chat, parce que visiblement les gens parlent plus dans le chat, est-ce que tu as relevé quelques questions, Laurent? Ouais, Alors oui, plusieurs questions. Je ne sais pas si vous m'entendez. ouais. Donc, il y avait une question de Christine Vassiliadis sur la répartition, le pourcentage, alors en France ou en Europe, d'espèces polylectiques Oligoleptique. ou oligoleptiques. Ouais, lectique. Ouais. Alors moi, c'est compliqué de remonter le chat. C'était quoi la question? Bah, le pourcentage, tout simplement. Ah oui, j'ai mis 27 à peu près. C'était un travail de Gabriel Carré, un étudiant qui a fait sa thèse à l'INRA d'Avignon. Donc, c'est pas tout récent, c'est 2009. C'est dans ces valeurs-là, entre 20 et 30% en Europe. Il n'y a pas eu de travail spécifique en Europe. Il y a une base très de vie, mais elle n'est pas facilement accessible et je ne sais pas si on a cette info-là. On doit faire une base trade vie. J'ai une commande que je n'ai pas finie sur la base trade vie des abeilles en France. Et sur cette base-là, on pourra le savoir, même s'il y a une part d'espèces dont on n'a pas forcément d'infos. Et où, comme je disais, aujourd'hui aussi, on est dans une hésitation. Des espèces qu'on pensait oligolectiques, qui sont plutôt mésolectiques, et des espèces polylectiques qui sont plutôt mésolectiques. Mais oui, on va dire qu'autour de 20-30%, 27%, bon, on peut revenir sur ce chiffre, 20-30% d'espèces spécialistes oligolectiques en France, Ok. en Europe. Il y avait une question de Thierry Leroy et d'Amandine Prime sur, tu disais que la notion de trame verte n'était pas adaptée pour la gestion. Du coup, qu'est-ce que tu préconises? En fait, c'est toujours pareil. Dès qu'on intègre les pollinateurs dans ce genre de projet, ben, en fait, on travaille à l'échelle d'une trame un petit peu plus fine, tout simplement. C'est notamment ce qui se développe beaucoup en ville. Ce qui est marrant, c'est que ça se développe plutôt en milieu urbain. Isabelle Dajose sur la Sorbonne, Paris, mais aussi des villes. Hein. Je pense à la ville de Bordeaux. Je pense, il y a pas mal de gens qui, justement, même Hugues, je pense qu'à l'échelle du Life Urban Biz et de ce qu'ils font en milieu urbain, ils ont une approche plus justement entre le jardin, le tramage de jardin à jardin, comment on peut améliorer la trame dans les franchissements d'immeubles. Donc tout ça, c'est le cas très urbain. C'est juste qu'aujourd'hui, on sait quand on travaille sur les trames vertes, ben, on n'a pas des trames, l'échelle d'études un peu grossières qu'on utilise sur ces trames, par exemple je vais y arriver, quand on travaille là-dessus sur les scopes, ou en tout cas sur les plans locaux d'urbanisme, ben souvent c'est une échelle insuffisante, c'est-à-dire qu'on va avoir des vraies ruptures d'habitat pour la circulation des abeilles. Donc en fait, tout simplement, c'est intégrer des trames un petit peu plus fines. Voilà, je n'ai pas d'autres réponses, si ce n'est que peut-être qu'on en parlera un petit peu plus dans la prochaine version du PNA. Très bien, je ne sais pas s'il y a le temps encore pour d'autres questions. Voilà, alors je vois la microtame, les fractales, voilà, c'est Dominique Maléco en parle, c'est un peu ce vers quoi il faut se tourner, c'est-à-dire être capable de travailler, bon, ok, sur une trame verte plus globale, vertébrée, et puis être capable d'adapter quelque chose un peu pour les invertébrés. Tu as parlé de la base des traits de vie. C'est en effet Ouais. un outil qu'on attend depuis un petit moment. On compte bien sur toi pour la sortir. Est-ce qu'en 2 mots, tu pourrais nous dire aussi qu'est-ce que ça va apporter aux gestionnaires comme nous, Alors, cette base, qu'est-ce qu'on va pouvoir ouais. en faire? Ouais, alors la base trait de vie, d'abord, voilà, c'est un grand rassemblement de toutes les informations qu'on connaît sur nos abeilles. De mémoire, c'est 52 colonnes d'informations pour nos 980 espèces d'abeilles qui intègrent une biogéographie générale, des habitats fréquentés, la flore fréquentée. Et puis après, il y a une partie base très physio, donc largeur intertégulaire, taille, tout ça, qui va moins vous intéresser, qui va être plus intéressante quand, par exemple, si on met en place un indice de sensibilité des espèces en fonction de leur taille, de leur régime, un indice de sensibilité notamment de conservation.
Et en fait, cette base, surtout sur ces traits généraux pour les espèces, l'idée c'est qu'elle puisse servir et être exploitée justement pour un système prédictif. C'est-à-dire qu'en fonction d'un point d'une réserve naturelle, puisqu'on est dans ce contexte-là un petit peu aujourd'hui, on va dire telle réserve, la réserve des Gorges d'Ardèche, je clique, je mets mes coordonnées géographiques, je donne un certain nombre d'informations sur les habitats présents, et ça pourrait faire mouliner un système qui pourrait sortir une liste d'espèces prédictives. Donc, cette base trait, elle a plusieurs rôles. C'est une synthèse de nos connaissances sur les espèces. Ça permet éventuellement de voir là où on a des manques, peut-être d'ailleurs pour ensuite les cibler en termes de recherche de connaissances, de recherche appliquée. D'autre part, ça permet notamment pour le monde de la recherche, qui travaille beaucoup sur les traits, quand ils font des analyses de données à travers leur échantillonnage, d'avoir une base disponible, parce qu'aujourd'hui, je ne vous le cache pas, quand un étudiant ou un chercheur, alors ce n'est pas toutes les universités, mais globalement à travers le GDR, quand un étudiant et un chercheur a fait une manip d'échantillonnage, a fait un monitoring sur les abeilles et que derrière il veut traiter un peu ces données et qu'il veut les traiter sur une base un peu biologie, écologie, trait, on vient voir les spécialistes, on vient voir les gens qui connaissent un petit peu, en l'occurrence souvent moi, parce que j'ai une pancarte, mais on vient me demander, on m'amène une liste et puis on me dit c'est quoi les traits de ces espèces. Donc je me paluche ça, j'allais dire généralement à la main sur un tableur Excel. Donc cette base, l'espoir c'est qu'elle soit en ligne et que les étudiants, les chercheurs y aient directement accès. Donc je pense que ça c'est un gros plus. C'est un gros plus pour l'amélioration des connaissances, pour dégager les espèces en jeu en France. Écoute, David, on compte sur toi pour nous sortir cette base. Parle pas de malheur. Okay. Ça va être long. Non, mais je suis tellement Merci, saturé de David. travail que voilà.